Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Reda Belkadi, militant de la France Insoumise et ancien candidat pour la NUPES en 2022. Il participe aussi à l'association SOS Racisme à Blois. Ensemble, nous allons découvrir son parcours et sa vision du monde. Salut Reda, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices ? Alors moi je suis Reda Belkadi, j'ai 25 ans, j'ai été candidat pour la NUPES dans la première circonscription du Loir-et-Cher et militant à la France Insoumise depuis la présidentielle de 2017. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment tu en es arrivé à militer pour la France Insoumise en fait, avant d'être candidat finalement ? Alors pour moi c'était, de la manière dont je l'ai perçu, c'était un choix de bon sens, c'est-à-dire que c'était même pas spécialement par idéologie ou par sensibilité pour une cause en particulier. C'est juste que là où ça a commencé, en fait, c'est quand j'ai acheté le programme à la gare. C'était mon premier vote en tant que citoyen, vu que je venais d'avoir 18 ans. Donc là, à ce moment-là, j'ai voulu regarder les programmes de plus près. Et donc la méthode, ça a été très simple, c'est que j'ai acheté ce programme-là à la gare, ça coûtait 3 €. Je me suis dit que j'allais le lire pendant mon trajet de Tours à Blois. Et donc j'ai lu et j'avais un surligneur, j'avais un crayon, donc je prenais des notes sur un peu toutes les mesures. Je surlignais les passages avec lesquels j'étais pas trop d'accord, je mettais des petites notes quand quelque chose n'était pas clair. Je me suis rendu compte au fil de ma lecture, déjà que ça se lisait super bien, qu'il y avait une forme de cohérence dans le fond. Et surtout que j'étais en désaccord avec rien, donc, ou presque rien, parce que forcément on a toujours des nuances à apporter. Mais j'étais d'accord avec quasiment tout, en fait, que ce soit les constats qui étaient précisés en début de chaque chapitre et les propositions qui allaient avec. Donc j'ai pas cherché beaucoup plus loin, je me suis quand même intéressé aux autres propositions, mais j'en suis resté là. J'ai considéré que ce qui me convenait le mieux, c'était le programme de l'Avenir en commun en 2017. Et depuis, je garde ce constat-là. Alors j'ai toujours des fois sur certaines mesures, certains points spécifiques, des nuances à apporter, des fois des désaccords. Mais dans le fond, dans la globalité, ça reste l'offre politique qui me convient le plus aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est un choix de bon sens. C'est ce qui répond le plus à la manière dont je vois le monde. Ok, donc là, tu nous parles finalement comment tu t'es intéressé à la politique par ton premier vote et cette première lecture. Mais qu'est-ce qui t'a poussé après à dire je vais militer pour la France Insoumise, je vais aller rencontrer des gens. C'est quoi l'étape d'après ? C'était une bonne question parce que j'ai pas milité immédiatement à la lecture du programme. On va dire que j'essayais. C'était une forme de militantisme d'une certaine manière, mais je parlais de ce programme auprès de mon entourage. J'essayais de convaincre un cercle proche, donc ma famille, mes amis et les contacts que j'avais sur les réseaux sociaux. Mais le fait de m'impliquer dans la France Insoumise, de devenir un membre de la France Insoumise, ça s'est fait au lendemain des présidentielles. En fait, je me suis dit que... alors je culpabilisais un petit peu à ce moment-là, je me suis dit que, comme on est passé à rien du tout, je me suis dit que j'allais pas récupérer 600 000 voix moi tout seul, mais que je pouvais y contribuer. Et donc c'est vraiment au lendemain des présidentielles que j'ai contacté un ami à moi qui était militant à la France Insoumise et que je lui ai demandé comment on faisait pour s'impliquer. Et c'est vraiment la déception de la défaite de 2017 qui m'a fait me dire qu'il fallait préparer 2022. Et donc pour préparer 2022, il fallait s'y coller, quoi, et que ça allait pas se faire tout seul. Donc c'est de là que c'est parti un petit peu. Ok, et ça a été quoi tes premières actions militantes finalement ? Enfin, une fois que tu as pris contact avec cette personne, c'était... Ma toute première action militante... Alors je suis allé en réunion d'abord, une réunion du groupe d'action, qui était vraiment la réunion d'après-présidentielle, où tout le monde a pu exprimer un peu ses déceptions et ses espoirs pour la suite. Et la première action qui a suivi, ça a été très rapide, c'était le dimanche qui a suivi, c'était une action de tractage dans les quartiers populaires à Blois, sur la place Lorjou. Et donc c'était vraiment mon tout premier tractage, j'avais jamais fait ça, j'ai jamais été formé à ça. Mais j'ai remarqué que dans les quartiers les plus défavorisés, on avait un excellent accueil. C'est là que je m'en suis rendu compte, je l'ai vu très tôt. Les gens étaient très réceptifs à notre message. Je n'avais aucune notion d'analyse électorale à ce moment-là. Je ne savais pas que ce quartier précis, c'était le meilleur quartier du département pour notre camp politique. Donc c'était une surprise agréable. Mais voilà, ma toute première action, c'était du tractage auprès d'habitants des quartiers populaires, quoi. Et donc j'imagine après, tu as fait plein d'autres actions.
Et au début, tu nous as dit que tu es devenu candidat, mais comment on passe de ce militant qui va tracter dans un quartier à être candidat pour la NUPES en 2022 finalement? Ça, c'est ce que j'aime bien à la France Insoumise et qu'on retrouve moins ailleurs, je trouve, avec le recul, c'est que c'est par l'action qu'on se responsabilise et qu'on se forme petit à petit à avoir des responsabilités. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais spontanément proposé pour être candidat. C'est-à-dire que c'était même pas un plan que j'avais dans ma tête à ce moment-là. D'ailleurs, au moment des candidatures en interne pour les législatives, pour être chef de file, je m'étais proposé un peu par défaut. En fait, j'étais pas dans l'optique d'y aller forcément. Et j'ai été désigné parce que dans notre groupe, j'étais identifié comme le candidat naturel à ce moment-là. Mais en fait, je n'ai jamais fait autre chose que militer avec le recul. J'ai juste fait des actions et puis de fil en aiguille initié des actions, puis pris la responsabilité voilà, de créer une dynamique, donc d'organiser des réunions, d'organiser les événements de campagne, par exemple pendant les européennes, en dehors même des élections, parce que ça aussi c'est un truc important, c'est d'être présent tout le temps. Donc au lendemain des législatives, pendant cette période de désert électoral qu'il y avait entre 2017 et 2019, j'avais pris l'initiative sur certaines actions, comme le fait d'organiser des stands sur les marchés de la ZUP, au moins une fois par mois, histoire qu'on soit là et pas uniquement pendant les élections. Et donc c'est en prenant des initiatives en fait qu'on est identifié comme un candidat naturel. C'est pas par en tout cas en ce qui m'a concerné, c'est pas des luttes internes, c'est pas des questions d'ego ou même de divergence politique en réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment par l'implication militante, par l'action que c'est devenu naturel. Et j'ai pas fait ça justement dans l'optique d'être candidat au final. C'est juste que y avait des gens qui étaient motivés pour militer. Et donc, il fallait que ça s'organise et j'ai pris quelques initiatives, quoi. Ok, et t'as dit t'as pas été particulièrement, enfin t'as été identifié après, et tu fais aussi partie du comité électoral de la France Insoumise, ce qui est aussi un acte de militantisme et d'implication citoyenne à mon sens. Et qu'est-ce que tu y fais dans ce comité Alors, le comité électoral, j'y ai été tiré au sort, c'était après les européennes. Donc c'était dans un contexte qui était assez tendu à l'époque. C'est là qu'on avait les premières tensions internes à la France Insoumise, sur fond de désaccord dans la constitution de la liste à ce moment-là. Et donc l'élection qui a suivi, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça a été les municipales. Et donc nous, notre rôle au comité électoral, c'est de... Alors on est répartis par secteur géographique, donc on nous attribue en général des départements, des régions. Et le but, c'est, dans tous ces départements, pour chaque élection, d'une part d'identifier des chefs de file potentiels, alors ça dépend de la stratégie qu'on adopte, forcément, mais dans tous les cas d'identifier tous les chefs de file qu'on peut présenter à une élection, alors sans forcément avoir l'ambition d'aller forcément présenter des listes partout, des candidats partout, mais dans un premier temps on identifie tout ça, donc il y a des formulaires qui sont envoyés aux militants qui souhaiteraient se présenter à ces élections, on identifie ce qu'il est possible de faire, les endroits où il y a une dynamique militante. Et puis, dans le cas des municipales, vu qu'il n'y avait pas de stratégie nationale à ce moment-là à proprement parler, il s'agissait aussi d'étudier les différentes propositions qu'on pouvait avoir. Donc, identifier la pertinence ou non de faire des listes d'union, de partir séparés. Et donc ça, c'est un travail qu'on fait individuellement au sein du comité électoral, qu'on rapporte à l'ensemble du groupe, pour avoir des échanges, parce que des fois ça peut être des décisions difficiles à prendre. Et donc pour le cas des municipales, on avait cette responsabilité un peu de parfois arbitrer des décisions politiques, c'est-à-dire écouter les militants, quand il n'y a pas de consensus possible, essayer de voir ce qui est le mieux pour le mouvement. Donc on fait ça tous ensemble, collectivement, et on fonctionne au consensus. On a très rarement eu besoin d'aller au vote sur des décisions. Typiquement au municipal, un choix qu'on a eu à arbitrer qui a été difficile, c'était sur la ville de Tours. Et c'était, voilà, est-ce qu'on part dans la liste d'union avec les écologistes, avec les socialistes et les communistes, ou est-ce qu'on fait une liste à part? Et c'était une décision qui n'a pas été facile à prendre, parce qu'il y avait deux groupes qui avaient leurs arguments, qui étaient tous les deux recevables. Il n'y avait pas une minorité, une majorité, quand on regardait, c'était assez équilibré. Donc voilà, on
on est face à ça et on ne sait pas forcément trop quoi faire. Et là, le but du comité électoral, c'est de réfléchir à ce qui est le mieux pour le mouvement, ce qui est d'abord le mieux en termes de fonds politiques, et c'est-à-dire que nous, on ne se présente jamais à une élection juste pour avoir une poignée d'élus au final. On regarde s'il y a une cohérence dans le fond politique, dans le programme, dans la démarche. Et puis, on regarde évidemment si on est bien représenté dans cette démarche ou pas. Donc, on a des décisions comme ça à prendre. Mais les décisions stratégiques pour des élections nationales, c'est plutôt de la responsabilité de l'espace élection. C'est-à-dire que nous, on est un groupe au sein de ce qu'on appelle l'espace élection. Nous, on ne prend pas de décision stratégique. Nous, on se charge vraiment de la partie un peu opérationnelle qui est de désigner des candidats. Et on le fait au consensus et la partie stratégique, on s'en mêle très rarement. Ok. J'étais un peu long, désolé. Pas de souci. C'est un peu difficile à expliquer. Ouais. Des fois, c'est un peu... Parce que comme on est un mouvement évolutif, le comité électoral n'est pas le même pour les municipales que pour les régionales, que pour les sénatoriales, en fait. Et il est souvent renouvelé, d'ailleurs. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. Nous, ce qu'on a fait pour les municipales, c'est pas la même chose que le travail des régionales, que des départementales, que des sénatoriales, des législatives. Du coup, toi, on parlait que tu étais candidat. Et tu étais candidat finalement à Marc Fesneau, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté. Comment s'est passée cette campagne pour toi? Enfin, est-ce que c'était la première campagne au national? Comment ça se fait quand on arrive à devoir faire une campagne en tant que militant finalement pour le national et représenter un programme? Comment ça se passe? Alors, c'était ma première campagne pour une élection nationale, parce que les législatives, c'est une élection nationale. C'était pas ma première campagne non plus. J'avais fait la campagne en tant que candidat pour les municipales à Vineuil et pour les régionales. Et à chaque fois, c'était dans des listes d'union un peu. On n'a jamais présenté de... En tout cas, moi, je me suis jamais présenté dans une liste ou dans un binôme qui n'était pas soutenu par plusieurs partis. Et c'est vrai que c'est différent des élections locales parce qu'on sent qu'il y a... On sent qu'il y a une lame de fond un peu derrière et qu'on s'inscrit dans une démarche globale. Les régionales et les municipales, c'était un peu chaque région. D'ailleurs, pour les régionales, on le regrettait. On voulait qu'il y ait une cohérence nationale sur toutes les régions parce qu'il n'y a pas tant de régions que ça et que c'est facile de s'entendre. Autant sur les municipales, c'est impossible. Donc là, sur les législatives, il y avait une campagne nationale, il y avait la campagne de la NUPES. Et donc, ça crée une dynamique que j'ai adorée sur le terrain et on voyait dans ma circonscription en tout cas, je sais que ça peut être difficile dans d'autres circonscriptions, mais à Blois et dans la circonscription de Blois, on voyait tous les militants et même des militants, on va dire plus associatifs, qui ne sont pas inscrits dans un parti politique. On voyait une énergie se déployer spontanément, sans forcément qu'on ait besoin de tirer les ficelles, de pousser les gens à les tracter. Tout se faisait naturellement. Ça, j'ai vraiment aimé en fait. On avait une forme de spontanéité dans l'action, à mon avis, qui est dû au fait qu'il y avait une dynamique nationale. C'est-à-dire qu'il suffisait d'avoir un local, de poser des tracts, et les gens savaient s'organiser, savaient partir. Donc, il faut quand même synchroniser un minimum pour pas qu'on fasse des doublons, par exemple, sur les boîtages. Mais une fois que cette organisation est mise en place, tout était très fluide, quoi. Finalement, c'est la première fois aussi que tu es arrivé à la télé, enfin, je pense, sur... Qu'est-ce que ça fait la première fois d'arriver à la télé et de se retrouver, je reviens dessus, en tant que candidat, face à quelqu'un d'autre qui a plus de bouteilles en politique, qui est déjà installé, et toi, en tant que, finalement, tu sors de ton îlot un peu de confort de militant, d'arriver sur ce genre de situation. C'est assez intimidant, hein, d'ailleurs, si tu regardes le premier plateau, pour le premier tour. Ils appellent ça un débat, d'ailleurs, c'est pas vraiment un débat pour moi, parce qu'on n'a pas le temps de se contredire, de répondre, de rebondir. Mais c'est assez intimidant. D'ailleurs, j'ai pas fait une bonne prestation ce jour-là. Hein. Si on regarde, moi, puis le journaliste était pas très tendre avec moi parce qu'il m'a coupé dès ma première intervention, alors que j'étais pas si long que ça comparé aux autres. Mais autour de moi, c'était que des gens qui avaient une bonne expérience en politique. Hein. De mémoire, il y avait le candidat des Républicains qui avait déjà son expérience. Enfin, ils avaient tous de l'expérience. Ils étaient tous plus âgés que moi. C'était que des hommes aussi, d'ailleurs. Ça, on le regrette toujours, même si je suis moi-même un homme. Hein, c'est pas... Ça reste toujours un constat qu'on fait trop régulièrement. Maintenant, oui, c'est intimidant. C'est
toujours compliqué à aborder et à préparer, parce on n'a jamais vraiment fait ça. Maintenant, j'ai préféré clairement le débat du second tour, parce que c'était un vrai débat. On était face à face, c'est-à-dire que c'était Marc Fesneau contre moi, et on avait davantage l'occasion de rebondir sur ce que l'autre disait. Et j'ai préféré ce format aussi parce que forcément j'étais plus préparé. C'est beaucoup plus facile de préparer son débat quand on sait exactement ce qui nous attend. Alors que quand on est face à, je crois qu'on était 5 autour du plateau la première fois, on ne sait pas forcément qui va nous attaquer, qui il faut attaquer. Donc il faut définir une stratégie c'est beaucoup moins évident. Et là, je savais que j'avais Marc Fesneau. Et au-delà de Marc Fesneau, parce que c'est juste une personne, et moi d'ailleurs c'est pareil, hein, je suis juste une personne qui porte un programme, on sait qu'on s'attaque à un programme politique, et donc c'est vraiment sur le fond on sait qu'on va pouvoir faire mal. Mais un autre truc qu'on apprend aussi, je dirais pas forcément qu'on l'apprend, parce qu'on peut le voir un peu avant, c'est à quel point les relations, je dirais humaines, mais au sens dépolitisé, peuvent être parfois cordiales, parfois conflictuelles entre certaines personnes. Oui, parce que finalement, en dehors du plateau, tu serres la main de tous les autres. Enfin, pas du FN, mais voilà, enfin, c'est vrai que Marc Fesneau, humainement, au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a été très sympathique. Enfin, il n'y avait pas de conflictualité au-delà de ça, quoi. Enfin, moi, en ce qui me concerne, en tout cas, j'ai toujours fait la part des choses. Et c'est un débat qu'on peut avoir. Hein, et je comprends ceux qui n'y arrivent pas forcément. Mais entre l'humain et le programme qu'il défend, j'ai toujours fait la part des choses. Et j'ai toujours considéré qu'on pouvait s'entendre avec une personne si on mettait la politique de côté. Et voilà, il y a forcément ses limites. Hein, on va pas devenir amis avec des nazis non plus. Mais il y a des centristes, des gens de droite. Ici, en tout cas, en ce qui me concerne, je m'entends plutôt bien avec eux, quoi. On peut discuter, on n'est pas d'accord, et on est d'accord pour ne pas être d'accord. Mais on s'entend bien, on est poli, courtois, et ça... Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Mais je comprends que certains n'y arrivent pas. Parce que, forcément, c'est pour certains un effort que de faire abstraction, quoi. Moi, j'ai toujours fait la part des choses, et c'est ce que je disais un peu au début. Mon engagement en politique, je le vois comme un choix de bon sens. C'est-à-dire que c'est pas un choix de... C'est pas une réaction à de l'émotion, si tu veux. C'est-à-dire que je ne réagis pas avec émotion dans les débats, même si les idées des personnes me dégoûtent. Mais ça t'est déjà arrivé d'avoir un débat où l'émotion prend le pas quand même à un moment donné, non ? Pas spécialement, honnêtement, j'en ai pas le souvenir. C'est juste que je suis pas d'accord et que je démonte l'argument, de mon point de vue en tout cas, presque mathématiquement. Alors après, il y a toujours des biais, hein, mais... Parce qu'au bout d'un moment, il y a quand même deux visions du monde qui peuvent s'opposer avec des intérêts différents, et ça va au-delà d'un calcul mathématique. Au final, c'est ça, c'est tout ça. En fait, c'est exactement ça qu'il faut, à mon avis, qu'il faut mettre sur la table. C'est que, alors d'une part, il y a tous les arguments fallacieux qu'on peut entendre de part et d'autre. Et une fois qu'on démonte tous les arguments et qu'on reste sur les faits, c'est bien deux visions, au moins deux, on va dire, pour simplifier, deux visions qui se contredisent, quoi. C'est des questions d'intérêt. Et donc là, forcément, les arguments, ils se heurtent à cette limite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il n'y a pas de vérité en politique, parce que la politique, c'est une question d'intérêt. Et donc, du point de vue de Bernard Arnault, par exemple, il peut déployer tous les arguments qu'il veut, ils peuvent être vrais, et au final, il peut les utiliser de manière à défendre ses intérêts. C'est-à-dire que si on prend, je dirais, par exemple, si on prend une lecture marxiste de l'économie, je veux dire, on part quand même de faits, mais on peut se positionner dans un camp ou dans l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'on peut assumer d'être un connard et de vouloir profiter pour son propre compte, ou au contraire, on peut dire que on doit se battre pour l'intérêt général. Ça, c'est un choix, t'as raison, qui n'est pas un choix forcément de raison. C'est un choix qui est déterminé aussi par nos conditions d'existence. Moi, je suis issu de milieux populaires, donc forcément, j'ai une sensibilité qui fait que je vais plutôt pencher d'un côté de la balance plutôt que de l'autre. Mais au final, dans le débat politique, ce que je constate, moi en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments fallacieux, quoi. Et donc, notre travail, à mon avis, d'abord, c'est de parvenir à débroussailler tout ça. Les gens, ensuite, ils se rendront bien compte de où est leur intérêt, quoi. C'est-à-dire que les gens sont résignés, les gens ne croient pas qu'il est possible de faire autre chose.
Et ça, pour moi, c'est faux, quoi. C'est-à-dire, il est objectivement possible de mener une autre politique. Et donc, une fois qu'on réussit à amener ça sur la table et à dire que c'est possible d'augmenter les salaires, que c'est possible de partir à la retraite plus tôt, globalement de moins travailler à l'échelle de la semaine, de la vie, etc. Une fois qu'on montre que ça c'est possible, les gens ils savent bien qu'ils ont intérêt à ça plutôt que le contraire. On Donc, sent moi, le candidat qui est en train de parler tu tout à trouves fait là. moi, c'est comme ça que j'ai toujours vu les choses en tout cas. J'ai une question pour revenir sur l'aspect un peu plus militant. Qu'est-ce que tu penses de la stratégie du conflit en tant que militant pour se positionner dans une conversation ou dans un débat? Je sais pas si tu vois exactement. La stratégie du conflit, alors moi dans ma nature ça me correspond pas trop, c'est un peu ce que je disais, je suis pas trop dans le conflit moi, mais je comprends que ça puisse avoir un intérêt aussi, parce que on a aussi intérêt, c'est ce que je disais, à montrer qu'il y a des camps qui s'opposent. Et ça sert un peu cette fin. Il faut montrer que il y a des alternatives et que ces alternatives comment dire, elles sont possibles justement parce qu'il y a conflit. Et aujourd'hui la politique qu'on subit, c'est une politique qui sert les intérêts d'une classe, que nous, dans notre majorité, on appartient à une autre classe, et qu'il y a besoin de conflits pour renverser ce rapport de classe. C'est-à-dire qu'on va forcément se heurter à une limite si on y va avec des mots doux et avec gentillesse pour demander gentiment à ce que la classe dominante ne mène plus une politique pour ses intérêts. Donc dans un sens, ça se comprend. C'est-à-dire qu'il y a besoin à un moment de faire le récit de cette conflictualité qui existe entre les différentes classes. Il y a un antagonisme entre les classes dominantes et les classes dominées. Et donc, je comprends cette logique, dans le fond, qui est de dire qu'il faut matérialiser ce conflit. Maintenant, c'est vrai que moi, personnellement, c'est pas la manière que j'ai de procéder. Je suis pas quelqu'un qui est dans le conflit, au contraire, je suis quelqu'un d'assez lisse, au final. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, quoi. Dans le fond, je comprends le Mais du principe. coup, tu passes par quel... Enfin, si tu avais un nom ou autre pour dire toi comment t'amener tes arguments ou expliquer un peu ce rapport de classe, par quoi tu passes du coup? Pour expliquer qu'il y a des différences, qu'il y a des différences d'intérêt. Moi, j'aime bien partir des chiffres, parce que j'ai toujours moi, je suis toujours un peu un matheux dans le fond. Et pour moi, les chiffres sont assez clairs. Alors, les chiffres évoluent d'année en année, donc je ne vais pas forcément avoir des chiffres précis à apporter, mais il suffit de partir de... On a souvent des chiffres qui tombent, d'Oxfam, par exemple, qui nous expliquent les taux de dividendes qu'on a année après année. Il suffit de les rapporter. Il y avait un moment, quelques années, c'était les chiffres du CICE. C'était avant que Macron le transforme en baisse durable de cotisation, enfin qui saigne la Sécu d'ailleurs. En fait, ça c'était le truc qui m'avait marqué dès le début du quinquennat de Macron et qui a marqué tout le monde, du premier quinquennat je parle. C'était d'un côté on supprime l'ISF et de l'autre on baisse les APL. On se rend compte mathématiquement qu'on aurait très bien pu faire un autre choix. Les gens se rendent compte que ce choix sert à un intérêt. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire l'inverse. C'est-à-dire que financièrement, les caisses de l'État, on peut les utiliser différemment et les gens y comprennent par un exemple comme ça. Et ça marchait bien sur les marchés d'ailleurs de dire ça. Il y a des intérêts différents. Donc on peut augmenter les APL et taxer davantage les riches. C'est un exemple. On peut faire l'inverse comme a fait Macron, mais ça c'est des choix politiques. Mais les caisses de l'État, elles s'en sortent pas bien différemment. Enfin, ça va être à peu près la même chose. Et par contre, voilà, le niveau de vie des uns, des autres va forcément être impacté différemment. Donc moi j'aime bien apporter ces chiffres-là. Il y avait un autre chiffre, c'était celui de l'évasion et de la fraude fiscale, qui était à un moment chiffré à 1000 milliards. Et donc on avait tiré des tracts avec des billets de 1000 euros. C'était quelque chose comme ça. Et ça, pareil, les gens étaient très réceptifs quand on distribuait des billets de 1000 euros ou de 500 euros. Je me souviens plus trop du montant, mais ce qui compte, c'est pas le chiffre précisément, quoi. Ce qui compte, c'est l'idée. Et on se rend compte de toute façon que année après année, le rapport est toujours le même. C'est-à-dire que peu importe le chiffre dans le fond, en réalité, on a le même rapport à chaque fois. Il n'y a pas de surprise avec Macron ni avec ses prédécesseurs. Donc on distribuait des billets en gros pour leur dire que ça c'était la réduction d'impôts en gros à laquelle ils auraient droit s'il n'y avait plus de fraude fiscale, s'il n'y avait plus d'évasion fiscale. Et donc on leur donnait de l'argent comme ça, pas de l'argent pour de vrai quoi. Oui, c'était des billets de Monopoly quoi. Et voilà, il y avait sur le recto un billet et le verso tout l'argumentaire. Et c'était un argumentaire qui était assez court parce que le billet c'était quelque chose comme un A5 peut-être en format, enfin c'était un petit format.
Et donc les arguments étaient simples, clairs, efficaces, et puis objectivement c'était vrai, quoi. Donc ça c'est un moyen à mon avis qui est assez efficace de faire comprendre aux gens qu'il y a des intérêts de classe et qu'on peut faire un choix ou un autre. Merci pour votre écoute et nous retrouverons notre voix militante au prochain épisode.